Il y a quelques jours, SpaceX a promis un chèque qui vaut 3 milliards de dollars à Sam Bankman-Fried. Ou plutôt, qui vaudrait, parce que ce chèque, il ne le verra jamais. En avril 2022, SBF avait investi 200 000 $ dans une petite start-up d'intelligence artificielle appelée AnySphere via son fonds Alameda. 5% du capital. La valorisation de l'époque, seulement 4 millions. Un an plus tard, FTX avait explosé. Les avocats de la faillite ont revendu cette participation pour le même prix auquel elle avait été achetée, 200 000 $. Cette semaine, SpaceX a signé un accord qui valorise AnySphere, propriétaire de Cursor, à 60 milliards. Faites le calcul, c'est 15 000 fois la mise. 3 milliards de dollars qui auraient pu revenir aux clients de FTX, évaporés dans une vente précipitée. Et depuis sa cellule californienne, Sam Bankman-Fried s'arrache les cheveux. Il a dit ce qu'il dit depuis 2 ans, qu'il n'a jamais été un fraudeur, que FTX n'a jamais été insolvable, que les vrais voleurs, ce sont les avocats qui ont saisi le contrôle le 11 novembre 2022 à 4h24 du matin, que si personne n'avait touché à son portefeuille, il y aurait aujourd'hui 114 milliards de dollars à distribuer aux victimes. Et le problème, c'est qu'il a à la fois tort et raison. Et pour comprendre pourquoi il faut accepter une chose désagréable, cette histoire n'a pas un coupable, elle en a 3. Et ce ne sont pas ceux que les médias ont désignés. Mais avant de commencer, est-ce que vous savez combien vous rapporte votre compte courant en ce moment ? Probablement 0%. Pendant que l'inflation grignote votre épargne, votre banque s'enrichit avec votre argent et vous remercie avec des agios et des frais en tout genre. Il est temps de passer à Débloc. C'est le compte courant nouvelle génération qui va révolutionner votre quotidien avec 4% de rendement sur votre cash, sans aucun plafond et sans limite. Et vos gains sont versés tous les jours directement sur votre compte. Débloc, c'est une application bancaire complète avec des virements instantanés gratuits et des cartes Visa Premium personnalisables avec jusqu'à 1% de cashback, pas de limite de paiement et la sécurité béton d'un acteur régulé par la Banque de France et l'AMF qui a été le premier à détenir l'agrément MiCA en France. Commençons par ce qui est établi. On va commencer. Le 2 novembre 2023, un jury fédéral de Manhattan a déclaré Sam Bankman-Fried coupable sur 7 chefs d'accusation. Fraude électronique, conspiration en vue de fraude électronique, fraude sur les valeurs mobilières, fraude sur les matières premières et blanchiment d'argent. 7 chefs, unanimité du jury. 5 mois plus tard, le juge Lewis Kaplan lui a infligé 25 ans de prison fédérale. Pour le contexte, c'est moins que les 150 ans de Bernie Madoff. Mais c'est l'une des peines les plus lourdes jamais prononcées pour une fraude financière dans l'histoire américaine récente. Et ce qui a scellé son sort, ce n'est pas seulement le verdict, ce sont les gens qui ont témoigné contre lui. Les rats ont quitté le navire et envoyé le capitaine par le fond. Caroline Ellison, sa compagne intermittente et PDG d'Alameda Research, a plaidé coupable avant le procès. Gary Wang, cofondateur de FTX et directeur technique, a plaidé coupable avant le procès. Nishad Singh, directeur de l'ingénierie, a plaidé coupable avant le procès. Les 3 personnes les plus proches de lui, celles qui savaient exactement comment la machine fonctionnait, sont venues à la barre expliquer au jury comment ça marchait. Alors, comment ça marchait ? Il y avait 2 entités. FTX, l'exchange où les clients déposent leur argent, et Alameda, le fonds de trading spéculatif de SBF. Dans n'importe quel exchange sérieux, ces 2 entités sont étanches. Les fonds clients ne quittent jamais l'exchange, ils sont ségrégés. Chez FTX, il y avait une porte dérobée dans le code. Alameda pouvait emprunter les fonds clients quand elle en avait besoin, pour ses paris, pour ses investissements, pour ses dons politiques, pour l'immobilier aux Bahamas. 8 milliards de dollars ont ainsi été détournés. C'est le chiffre que les procureurs ont établi et que le jury a retenu. 8 milliards qui n'appartenaient pas à SBF. Et ces 8 milliards, ils sont allés quelque part. 500 millions dans Anthropic, une start-up d'intelligence artificielle, 700 millions dans une société d'investissement appelée K5 Global, 200 000 $ dans AnySphere, des dizaines de millions dans des dons publics des 2 côtés, 200 millions dans SpaceX via un K5 Global, un jet privé, des appartements de luxe aux Bahamas, des contrats de sponsoring avec Tom Brady, Steph Curry, Naomi Osaka. Tout ça avec l'argent des déposants. Alors quand SBF depuis sa cellule envoie ses messages à Tucker Carlson et à Mother Jones pour expliquer qu'il est innocent, qu'il s'agissait d'une simple crise de liquidité, je suis innocent. Les juges de la cour d'appel du 2e circuit ont répondu quelque chose de très simple en novembre 2025. La juge Maria Araujo Khan
a regardé son avocate et lui a dit que les fausses déclarations ne portaient pas sur la solvabilité, elles portaient sur la liquidité. C'est-à-dire, est-ce que les clients pouvaient récupérer leur argent quand ils le demandaient ? Où est mon argent ? Et la réponse était non, parce qu'il n'était plus là. Il avait été prêté à Alameda, investi dans Anthropic, versé à Michael Kives, dépensé au Super Bowl. Peu importe qu'un actif ait pris de la valeur 3 ans plus tard. Au moment où les clients demandaient leur argent, l'argent n'était pas là. C'est ça, une fraude. Pas une question d'opinion, un fait. Alors SBF est coupable. Point. Mais voilà où l'histoire devient intéressante. Parce que dire que SBF est un fraudeur ne répond pas à une question plus gênante. Qui lui a donné les tickets pour ses investissements de VC ? Et qui a réellement gagné le gros lot sur ces investissements ? Si vous pensiez naïvement que c'était les créanciers et les clients quelques années plus tard, vous vous tromperiez lourdement. SBF aime se présenter aujourd'hui comme le plus grand capital risqueur de l'histoire. Anthropic à 500 millions, aujourd'hui valorisé à 380 milliards. Cursor à 200 000, aujourd'hui 3 milliards. Solana en précoce, SpaceX, Robinhood. Il a même fait circuler un chiffre sur les réseaux sociaux depuis sa prison, 114 milliards de dollars. C'est ce que vaudrait son portefeuille aujourd'hui, selon une analyse de la plateforme Bull Theory, reprise par Cointelegraph, si personne n'y avait touché. 114 milliards, c'est séduisant, mais regardez comment il a obtenu ces tickets. Commençons par le plus gros. Anthropic. 500 millions de dollars en 2021 pour environ 8% du capital. Ce n'est pas tombé du ciel. Anthropic a été fondé en 2021 par Dario et Daniela Amodei, 2 anciens cadres d'OpenAI. Dario Amodei a signé en 43e position le pledge « Giving what we can », un engagement à donner au moins 10% de ses revenus à des causes jugées efficaces. C'est le cœur d'un mouvement appelé « Effective Altruism ». L'Effective Altruism, c'est une philosophie née dans les années 2010 qui mélange utilitarisme et calcul rationnel. L'idée, la charité ne doit pas être guidée par l'émotion, mais par le calcul. Chaque dollar doit aller là où il maximise le plus de biens mesurables. Une branche de ce mouvement s'est convaincue que la plus grande menace pour l'humanité, ce n'est pas la guerre nucléaire ni les pandémies, mais l'intelligence artificielle hors de contrôle. Dario Amodei baignait dans ce milieu. Il a partagé un logement commun avec Holden Karnofsky, cofondateur d'Open Philanthropy, l'un des principaux bailleurs de fonds du mouvement. Holden Karnofsky est marié à Daniela Amodei, la sœur de Dario. Il a rejoint Anthropic en janvier 2025 pour travailler sur la sécurité. Et Sam Bankman-Fried, dans ces mêmes années, était en train de devenir le plus gros donateur de l'Effective Altruism au monde. Il avait créé la FTX Foundation, le Future Fund, et versait des centaines de millions à des causes. Tout ce petit monde se connaissait, se lisait, fréquentait les mêmes conférences, vivait parfois dans les mêmes colocations. En avril 2022, quand Anthropic a levé son Series B, 580 millions au total, 86% du tour est venu de SBF et de son cercle direct. Les 500 millions d'Alameda, plus les participations de Caroline Ellison, Nishad Singh et James McClave, un ancien collègue de SBF, chez Jane Street. Comme quoi, lorsqu'on tire les ficelles, on retombe souvent sur les mêmes mains. Si Jane Street est nouveau pour vous, allez faire un tour sur cette vidéo que nous avons consacrée à cette firme pour le moins intéressante. Autrement dit, Dario Amodei a levé son tour majoritairement auprès d'une seule personne et de ses proches. Est-ce qu'il savait que cet argent était détourné des clients de FTX ? Dans une interview plus tard, il a dit qu'il avait vu suffisamment de drapeaux rouges pour ne pas aller plus loin avec SBF. Mais il a pris l'argent. Et cet argent, aujourd'hui, finance l'une des 2 plus grandes entreprises d'IA au monde. Passons au deuxième ticket, SpaceX. Là, c'est plus retors. SBF n'a pas investi directement dans SpaceX, il est passé par un intermédiaire. Son nom est Michael Kives. Kives est un ancien agent de Hollywood, ex-CAA, ex-assistant de Bill Clinton. Il a cofondé une société d'investissement appelée K5 Global avec Brian Baum. La spécialité de Kives, c'est la connexion. Il connaît tout le monde. Bill et Hillary Clinton, Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Orlando Bloom, le patron du fonds souverain saoudien, Warren Buffett, Arnold Schwarzenegger. Un carnet de contacts qui n'a aucun sens, mais long comme le bras. En février 2022, il invite SBF à un dîner chez lui. Dans la plainte que l'estate de FTX déposera plus tard, on trouve la liste des invités. Un ancien candidat à la présidentielle, plusieurs acteurs de premier plan, des stars de télé-réalité, plusieurs milliardaires. Et 2 jours plus tard, SBF écrit une note interne. Il appelle Kives probablement la personne la plus connectée que j'ai jamais rencontrée. Il ajoute une expression qui reviendra le hanter.
un guichet unique pour les relations que nous devrions utiliser. 3 semaines après le dîner, SBF signe un short sheet sommaire avec K5 Global. Et il envoie 300 millions de dollars. En mai, 200 millions de plus. En septembre, encore 200 millions. 700 millions au total transférés via des sociétés écrans nommées SGN Albany et Mount Olympus Capital. Sur ces 700 millions, Kives et Baum ont empoché personnellement 125 millions chacun. 250 millions de dollars juste pour être au milieu. En échange, K5 a placé une partie de cet argent dans SpaceX. Plus exactement, 200 millions dans SpaceX, plus des participations dans Anduril, The Boring Company et d'autres sociétés. Et Kives a ouvert son carnet d'adresses. Bankman-Fried s'est retrouvé au Super Bowl avec des célébrités de haut rang. Il a rencontré Bill Clinton, Katy Perry, Orlando Bloom. Brian Baum avait même une chambre réservée dans l'appartement de luxe de SBF aux Bahamas. Ce n'était pas de l'investissement, c'était de la location de réseau. Le génie VC que SBF revendique aujourd'hui, c'est ça. Un intermédiaire grassement payé qui lui ouvre des portes en échange de centaines de millions de dollars d'argent volé et un passe-droit facilité par le milieu de la charité. Reste Cursor. Celui-là, c'est différent. C'est le pari pur. Avril 2022, Alameda participe à un round pre-seed de 400 000 $ dans une start-up fondée par 4 anciens du MIT. Alameda met la moitié, 200 000, aux côtés d'un fonds appelé Heroic Ventures. À l'époque, Anysphere vaut 4 millions, personne ne connaît. C'est une jeune start-up à peine sortie du MIT sans produit phare. Est-ce que SBF a vu venir la révolution de l'IA ? Peut-être. Ou peut-être qu'il écrivait des chèques de 200 000 $ à la chaîne dans tout ce qui bougeait en 2022 parce qu'il avait un chéquier infini rempli d'argent qui ne lui appartenait pas. Sur un ticket à 4 millions de valorisation, une seule réussite comme Cursor paye largement des dizaines d'échecs. C'est ça, son génie. Tiré au hasard avec les munitions des autres. Alors oui, Anthropic vaut aujourd'hui 380 milliards et les marchés secondaires parlent même d'1 trillion. Oui, Cursor pourrait être racheté 60 milliards par SpaceX d'ici la fin de l'année, mais ces paris n'ont pas été financés avec l'argent de SBF ni par son génie. Ils ont été financés avec celui des clients qui lui faisaient confiance. Et une bonne partie est passée par des intermédiaires qui se sont payés au passage et qui lui ont tout servi sur un plateau. Ce qui nous amène à la dernière pièce de l'histoire, le plus gros intermédiaire de tous. Le 11 novembre 2022, dans la nuit, Sam Bankman-Fried signe un document qui scelle le destin de FTX. Il démissionne de ses fonctions de PDG. À la même minute, John Ray III, un spécialiste américain des faillites célèbres pour avoir géré celle d'Enron, prend les commandes. Et Ray demande au tribunal du Delaware de nommer un cabinet d'avocats pour gérer la faillite. Ce cabinet, c'est Sullivan & Cromwell, un mastodonte de Wall Street, fondé en 1879, plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel et des bureaux dans tous les centres financiers du monde. Et déjà très très présent chez FTX. Le General Counsel de FTX US, Ryan Miller, était un ancien partenaire de Sullivan & Cromwell. Ryan Miller, who is a former Sullivan & Cromwell partner. Il y avait passé 8 ans. Le General Counsel de FTX Ventures, Tim Wilson, était également un ancien partenaire de Sullivan & Cromwell. Le cabinet avait travaillé sur 20 dossiers différents pour FTX dans les 16 mois précédant la faillite. Il avait facturé 8 millions de dollars pour ces dossiers. 4 jours avant la chute, un partenaire de Sullivan & Cromwell nommé Andrew Diedrich avait écrit à un autre avocat que FTX était, je cite, « rock solid ». Rock solid, solide comme le rock. 4 jours avant. Puis vient le matin du 11 novembre. Andrew Diedrich, encore, arrange la transition vers John Ray. Ray arrive. Ray demande au juge de nommer Sullivan & Cromwell pour gérer la faillite. Et le jackpot vient de commencer. 4 sénateurs américains, un mélange rare de républicains et de démocrates. Elizabeth Warren, oui, encore elle, et pour une fois, il fallait l'écouter. John Hickenlooper, Tom Tillis et Cynthia Lummis, sénatrice bien connue de Bitcoin Maxi pour son engagement sur Bitcoin, ont écrit au juge pour s'y opposer. Ils parlaient de conflits d'intérêts manifestes. Le juge John Dorsey a balayé leurs lettres. Il a estimé que c'était une intervention inappropriée. Et Sullivan & Cromwell a pris le dossier. Alors, combien ça a coûté ? Le 21 janvier 2026, le tribunal des faillites du Delaware a publié le rapport post-confirmation finale de l'affaire FTX. Je lis les chiffres. Sullivan & Cromwell, en tant que conseil principal, 232 millions de dollars. Alvarez et Marshall, les conseillers financiers, 284 millions. Quinn Emanuel, en tant que conseil spécial en contentieux, 48 millions. Landis Rath & Cobb, le cabinet local du Delaware, 12 millions. Et plus d'une centaine d'autres prestataires.
Total des frais professionnels de la faillite, près d'1 milliard de dollars. 1 milliard! Chaque dollar facturé par ces cabinets est un dollar en moins dans les poches des créanciers. Et regardons comment ils l'ont facturé. Selon un dossier déposé au tribunal en janvier 2023, 150 personnes travaillaient sur le dossier chez Sullivan & Cromwell. 30 partenaires avec des taux horaires supérieurs à 2 000 $. Les associates facturaient entre 810 et 1 475 $ de l'heure. Un seul partenaire, Brian Gluckstein, a facturé plus de 4 000 heures sur un dossier. 4 000 heures en 18 mois, ça fait 8 heures par jour, week-end compris, pendant 1 an et demi, pas de Noël, pas de Thanksgiving, pas de vacances. Cet homme devrait être nommé l'employé du siècle des États-Unis pour son dévouement, non? Un examinateur indépendant, Robert Cleary, un ancien procureur qui avait fait tomber The Unabomber, a été nommé en 2024 pour enquêter sur les conflits d'intérêts du cabinet. Il a conclu en mai 2024 que Sullivan & Cromwell n'avait pas été complice de la fraude. Et techniquement, il a raison. Il n'y a pas de preuve que le cabinet savait que FTX pillait ses clients. Mais voilà la question que Cleary n'a pas posée parce que ce n'était pas son mandat. Comment un cabinet qui conseillait FTX 4 jours avant sa chute, qui avait 2 anciens partenaires comme General Counsel chez FTX et qui a organisé la transition vers son nouveau PDG, comment ce cabinet peut-il ensuite facturer 232 millions pour liquider l'entreprise qu'il n'a pas su protéger? Dans un dépôt au tribunal de janvier 2023, l'ancien responsable de la conformité de FTX, Daniel Friedberg, a affirmé sous serment quelque chose de très précis. Ryan Miller, l'ancien partenaire de Sullivan & Cromwell devenu General Counsel chez FTX, lui aurait dit qu'il était très important pour lui de personnellement diriger beaucoup d'affaires vers Sullivan & Cromwell parce qu'il voulait y revenir comme partenaire après son passage chez FTX. Un aller-retour, un passage chez le client, puis retour au cabinet, avec une belle facture au milieu. Et sur cette belle facture, ce sont les déposants de FTX qui ont payé. La cerise sur le gâteau, John Ray III, il ne travaille pas gratuitement. Les 2 premiers mois de la restructuration, son cabinet a facturé 690 000 $, alors que FTX était en pleine tempête. Aujourd'hui, avec les clients remboursés et son taux horaire négocié au tribunal de 1 300 puis 1 575 $ de l'heure, sans parler du bonus, lui aussi vraisemblablement validé par le tribunal, de 41 millions, l'avocat aurait donc siphonné à FTX 8 millions d'honoraires. Plus le bonus lié à la performance entre 33 et 41 millions, difficile à affirmer quel montant exact a été facturé. Alors, piégeur ou piégé? Les deux. Sam Bankman-Fried est coupable. Un jury l'a établi. 3 de ses plus proches collaborateurs l'ont confirmé sous serment. Les juges d'appel du 2e circuit ont rejeté sa ligne de défense, il restera en prison. Son portefeuille d'investissement avait du flair, c'est vrai. Anthropic, Cursor, Solana, SpaceX. Mais ces paris ont été faits avec l'argent des clients et une bonne partie est passée par un superconnecteur qui a empoché 125 millions au passage. Et pendant que les victimes attendaient leur argent pendant 2 ans, un cabinet d'avocats qui conseillait FTX jusqu'à 4 jours avant la chute a facturé 232 millions pour liquider l'entreprise. 1 milliard au total. Les clients ont fini par être remboursés, c'est vrai, à la valeur nominale de novembre 2022, pas à la valeur de leur Bitcoin en 2024, pas à la valeur des actions Anthropic en 2026. Juste ce qu'ils avaient mis, plus quelques intérêts. L'upside, le vrai, les milliards que SBF aime brandir, c'est quelqu'un d'autre qui les a pris. Alors, la prochaine fois qu'un exchange s'effondre, qu'une plateforme vacille, qu'un intermédiaire promet qu'il est solide comme le roc, posez-vous la question. Qui va gérer les débris et combien ça va coûter à ceux qui ont fait confiance? Le vrai enseignement de FTX, ce n'est pas que Sam Bankman-Fried était un criminel, tout le monde le sait maintenant. C'est que le système qui a géré son effondrement s'est payé grassement au passage, avec des conflits d'intérêts que les juges ont ignorés et que les sénateurs ont dénoncés en vain. La self-custody n'est pas un slogan, c'est une conclusion. Si cette enquête vous a appris quelque chose, laissez un commentaire avec le chiffre qui vous a le plus marqué. Et abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va continuer à regarder sous le capot des histoires que les autres vous racontent mal. N'attendez plus, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code pour profiter de 3 mois de premium offerts avec le code MONEY et jusqu'à 500 € offerts à l'activation de votre compte.